Dans un gigantesque immeuble commercial, un garçon monte les escaliers, épuisé, disant qu'il est sur le point de s'évanouir. Il a dû monter 28 étages et se demande pourquoi personne ne lui a dit qu'il devrait monter tout ça. Il n'aurait pas accepté cette livraison s'il l'avait su. Il sonne à la porte et annonce que la livraison est arrivée. Une femme au visage furieux répond, disant « Enfin, hein ?» et demande pourquoi il a mis autant de temps, le laissant un peu confus. Elle lui arrache le sac des mains et dit qu'il a mis trop de temps, donc il ne recevra pas de pourboire supplémentaire. Il pointe l'ascenseur, disant qu'il a monté 28 étages, mais elle est plus préoccupée par la nourriture arrivée froide, tandis qu'il s'assied avec colère. Elle dit qu'aujourd'hui, on ne peut vraiment compter sur aucun livreur. Il veut lui dire de bouger ses fesses paresseuses du canapé et de le faire elle-même alors. Cependant, évidemment, il ne dit rien de tout cela. Alors qu'elle claque la porte au nez, le pauvre garçon s'excuse, se rappelant qu'il doit rester calme et respirer profondément parce que s'il reçoit trop d'avis négatifs, il ne pourra plus livrer. Réalisant maintenant, malheureusement, qu'il devra redescendre les 27 étages qu'il a montés. De retour sur son scooter, il pense que c'est sa faute s'il est un loser fauché. Quelque chose attire son attention et il regarde de côté. Il voit un portail de donjon, la même vieille histoire. Il y a quelques années, des portails sont apparus permettant d'entrer dans d'autres royaumes. Ces royaumes étaient remplis de créatures, une menace trop forte pour que l'humanité puisse la vaincre seule jusqu'à ce qu'un jour, les dieux sélectionnent certains humains pour leur donner des capacités extraordinaires. Ces personnes sélectionnées seraient celles qui s'aventureraient dans les donjons et seraient appelées chasseurs par le reste du monde. Mais pour lui, voir un portail est une mauvaise nouvelle, puisqu'il devra faire un détour par une autre rue parce qu'y entrer serait dangereux. Soudain, il reçoit un appel de son patron, le réprimandant pour savoir ce qui s'est passé avec la dernière livraison. Le patron lui dit d'arrêter de causer des problèmes car il a beaucoup à gérer. Il dit que la commande qu'il a retardée était pour une personne importante, donc il va perdre sans recevoir de commande. Il essaye de dire quelque chose, mais le gars a déjà raccroché. Il voit dans la section des avis de l'application que la femme du 28e étage a jeté la nourriture dans les toilettes parce qu'elle disait qu'elle était vieille et froide. Il veut appeler le patron pour expliquer ce qui se passe, mais il est ignoré. Maintenant, le garçon est foutu. Il est déjà en retard sur son loyer cette semaine. En regardant le portail, il se demande juste pourquoi il ne peut pas être l'un des élus et vivre une vie paisible en tant que chasseur. Épuisé, il veut juste rentrer chez lui et se calmer, mais soudain, il reçoit sur son téléphone un message indiquant qu'il a reçu une demande de livraison. Cette fenêtre le surprend car il ne l'avait jamais vue auparavant. Il décide de cliquer par curiosité. Le téléphone émet un flash et quand il ouvre les yeux, il est dans un endroit qui ressemble aux cieux. Il a peur, se demandant où il est. Est-ce un rêve? Ou a-t-il enfin été choisi par un être, un hunter? Rien ne s'est vraiment passé encore, mais il pleure déjà d'émotion, pensant que sa vie de livreur est terminée. Cependant, il réalise ensuite que son téléphone affiche toujours une livraison à effectuer et montre même une carte. Il est confus parce que la livraison dit de récupérer du nectar. N'ayant rien de mieux à faire, il décide d'accepter. Dès qu'il clique, la porte dorée devant lui s'ouvre, il y croit difficilement, se demandant où il va, et commence à monter au-dessus des nuages, passant près du château. En regardant son téléphone, il a peur. Cet endroit est exactement là où la carte indique. Mais c'est quelque chose de surréaliste. C'est vraiment là où vivent les dieux. Il entre dans un palais avec des piliers géants. Devant une énorme porte, il se demande si c'est là qu'il est censé récupérer les articles. Hésitant, il frappe à la porte, sachant que s'il y a un dieu là-bas, il pourrait avoir une chance de devenir un chasseur. Quelqu'un ouvre la porte, demandant qui il est. Voyant la fille aux cheveux blonds et au manteau blanc, il la reconnaît immédiatement comme une déesse. Bégayant, il dit qu'il est là pour récupérer la commande. Cependant, elle s'approche de lui et demande pourquoi un humain est là, à l'Olympe. Elle dit qu'il a envahi, mais il pointe son téléphone, disant qu'il est là pour récupérer une bouteille de nectar. Elle semble pensive et dit que cela pourrait être l'œuvre d'Hermès. Elle soupire, lui disant d'attendre pendant qu'elle va chercher quelque chose que les humains ne devraient même pas toucher. Elle lui tend la bouteille de nectar et avertit que si son frère ne la reçoit pas à temps, il sera très en colère. Elle s'approche de lui et dit qu'il ne vaut mieux pas en prendre une gorgée, et il dit qu'il comprend. Elle pointe ses yeux et dit qu'elle le surveille, puis claque la porte au nez. Encore une fois, il est en colère. Il pensait qu'il échapperait à la vie de livreur, mais maintenant, il est devenu un livreur qui sera aussi grondé par les dieux. Fixant la bouteille, il dit qu'elle ressemble à du jus de pomme et pense à abandonner la livraison. Cependant, il raisonne que si c'est son frère qui la recevra, il doit aussi être un dieu. Et puisqu'il est ici à l'Olympe, il pourrait aussi bien demander à cet autre dieu de peut-être le transformer en être mythique. Il met son casque, motivé, disant que c'est la dernière livraison qu'il fera jamais. Et avec cela, il commence à rouler à travers
la lave. Une notification dit qu'il approche. Après une montagne de magma, il y a une petite maison. Il arrive à la porte, épuisé parce qu'il fait plus chaud qu'un sauna là-bas, et annonce que la livraison est arrivée. La porte s'ouvre soudainement. Le pauvre garçon dégouline de sueur parce qu'il fait une chaleur étouffante à l'intérieur. En arrière-plan, il y a la vue d'un nain martelant une forge qui se retourne en colère et demande qui est entré. Embarrassé, le protagoniste dit qu'il n'est pas un intrus. Il est juste là pour faire une livraison. Le nain s'approche de lui, les yeux brillants, disant que sa sœur semble avoir envoyé ce gars. Le pauvre garçon ne peut pas croire que les deux sont frères et sœurs. Ils ne se ressemblent en rien. Cependant, à ce moment-là, le nain remarque qu'il n'est pas Hermès. Préparant son aura, il dit que le garçon est arrivé là sans invitation. Le protagoniste, embarrassé, dit que c'est sa sœur qui lui a demandé de livrer cette chose. Le nain réalise que la bouteille de nectar est pleine et dit au garçon que c'est incroyable qu'il l'ait apportée sans en boire une gorgée. Le garçon dit qu'il n'est pas ce genre de voleur. Bien sûr, il ne boirait pas les affaires de quelqu'un d'autre et la lui tend, disant que le nain peut la prendre. Le nain rit, disant que le garçon est très honnête. Une gorgée de ce nectar l'aurait transformé en Dieu, mais il n'a ressenti aucune tentation. À ce moment-là, le protagoniste est confus en entendant cela, pensant déjà que s'il avait pris une gorgée, il serait un dieu maintenant. Il se précipite pour ouvrir la bouteille, disant que sa vie de livreur est terminée. Cependant, quelque chose l'interrompt. Le nain la saisit, enlève le bouchon. Le protagoniste essaye de dire quelque chose, mais c'est trop tard. Le nain a déjà pris une grande gorgée. Il jette la bouteille par terre, disant que c'est encore meilleur quand on le boit d'un coup. Le garçon est dévasté, tandis que le nain dit qu'il n'avait pas goûté un nectar aussi frais depuis longtemps. Se présentant comme Héphaïstos, il demande qui est le protagoniste. Il répond que son nom est Hae-Jun Lee. Avant qu'il puisse dire quoi que ce soit, le nain est déjà en train de partir, disant que maintenant qu'il est rafraîchi, il va retourner au travail. Cependant, Hae-Jun lui met la main sur l'épaule et lui demande d'attendre. Le nain demande de quoi il s'agit et il dit qu'il n'a pas encore été payé. Héphaïstos se retourne et demande s'il parle des frais de livraison. Si c'est le cas, il aurait déjà dû les recevoir et s'éloigne en riant comme un fou. À ce moment-là, Hae-Jun vérifie l'application sur son téléphone, qui émet un flash de lumière qui finit par l'aveugler. Dans son interface système, il affiche 1000 points. Il est dans son lit, disant qu'il est sûr que ce n'était pas un rêve. Dès qu'il a regardé l'application, il a été entouré de lumière et était de retour sur Terre. Cependant, maintenant, ce petit écran est devant lui. Il est en colère, disant qu'il n'a aucune idée de comment utiliser ses points. Il était face à face avec un dieu, donc tout ce qu'il voulait, c'était devenir un chasseur de rang S, le plus fort du monde. Le système donne une notification et dit que les points peuvent être échangés contre divers articles dans la boutique. Il décide d'accepter parce qu'il doit trouver une utilité à ses points. La boutique a tout, d'une pomme d'or valant 1000 points à une moto valant 100 000. Il se met en colère, disant que rien n'est utile et que tout est trop cher. Il commence à faire défiler la boutique, cherchant quelque chose qu'il peut utiliser dans un portail de chasseur. Cependant, il commence à réaliser que c'est inutile. Il ne pourra pas vivre cette vie aventureuse. Jusqu'à ce que quelque chose attire son attention. En bas, il y a 10 000 won, ou environ 10 $ pour un point. Si c'est vrai, juste avec cette livraison, il a gagné 10 000 won. Hésitant, il décide de toucher. Dès qu'il appuie, un billet de 10 000 won apparaît devant lui et tombe sur ses genoux. Il le ramasse et il semble très réel. Le système se met à jour et maintenant, il a 999 points. Le pauvre garçon est incrédule en regardant le billet, regardant le système. Il appuie encore et encore jusqu'à ce qu'il commence à pleuvoir des billets dans la pièce. Maintenant, le sourire sournois sur son visage a changé. Il jette l'argent en l'air, disant que c'est ce qu'il aime. Dans la scène suivante, il mange même des ramen, complètement heureux et radieux. Il est allé redéposer et a testé l'argent dans une machine à dépôt, ce qui a parfaitement fonctionné. Il pleure d'émotion d'avoir gagné environ 10 000 $ avec une seule livraison. La femme du magasin lui demande si c'est vraiment si mauvais, et il répond que c'est en fait trop bon. Il ressemble à un fou riant seul dans le coin du restaurant. Il se demande quoi faire avec l'argent lorsque la télévision parle du recrutement d'un gars. Il regarde les nouvelles sur la préparation de la guilde pour la porte du Tartare, la plus dangereuse de toutes. Le gars embauche quelqu'un qui s'est classé parmi les 5 premiers de l'examen des chasseurs et qui a un contrat avec l'être mythique Héphaïstos. Il se rappelle que Héphaïstos est le nom du nain potelé, qui est maintenant le meilleur client qu'il ait jamais eu. Il quitte le restaurant avec le ventre plein, puis son téléphone sonne. Il se doutait que quelque chose comme ça pourrait arriver, donc il a apporté son scooter. Le téléphone sonne, lui notifiant une nouvelle livraison, et comme toujours, il est téléporté. Une fois de plus à l'Olympe, il ouvre les yeux. Mais cette fois, il se trouve dans un gigantesque jardin botanique. Il se demande où récupérer la livraison lorsque quelqu'un appelle son nom Hae-Jun Lee. Une fille apparaît, se présentant comme la déesse Déméter. Hae-Jun la salue, et elle dit qu'elle a entendu parler de lui par son neveu. Il demande qui est son neveu, et elle dit que c'est
c'est Héphaïstos. Le pauvre garçon pense que quelqu'un se moque de cette famille parce que personne ne se ressemble. Radieuse, elle dit qu'il semble qu'il n'a pas bu de nectar et demande si elle peut lui faire confiance pour livrer quelque chose. Bien sûr, il dit oui, il livrera n'importe quoi. Après tout, c'est de l'argent facile. Il imagine que cette fois, il recevra quelque chose d'incroyable. Déméter active une énergie dans sa main et crée une boîte à lunch. Il est un peu confus, mais elle lui dit de livrer cette boîte à lunch à sa fille, expliquant que malheureusement, les dieux ne peuvent pas quitter leur palais sans une bonne raison. Il est sûr de pouvoir la livrer. Mais soudain, elle frissonne et tout le jardin autour d'eux pourrit en un instant. Il regarde autour de lui, se demandant ce qui se passe. Mais elle est déjà en train de partir en le remerciant. Il espère qu'il n'y aura pas de problèmes avec la livraison ou qu'il ne s'agit pas d'une bombe divine. Alors, il la range sur son scooter, imaginant que la déesse n'enverrait pas quelque chose comme ça à sa fille. Il décide de vérifier la destination, mais quelque chose attire son attention et un flash de lumière le ramène sur Terre, le laissant confus. L'application montre que la livraison est bien en Corée. Il se rappelle que la déesse a dit qu'ils ne peuvent pas quitter leur palais sans une bonne raison et pense que ça doit être quelque chose comme ça. Apparemment, il rencontrera sa fille quand il arrivera là-bas. Il n'a jamais été aussi excité par une livraison, déjà curieux de savoir combien de points il recevra. En arrivant à destination, il enlève son casque, disant que ça doit être une blague. La livraison dit qu'il doit entrer dans le donjon le plus dangereux du monde, le donjon du Tartare, connu comme le cimetière des chasseurs. Mais il dit que ça ne peut pas être ça. La fille doit juste être devant la porte. Pourtant, le téléphone dit que la destination a été mise à jour, et la carte montre clairement l'intérieur du Tartare. Il crie qu'il n'y a aucun moyen qu'il entre là-dedans et décide d'annuler la commande. Cependant, sous la limite d'1 heure, il est dit que s'il annule, il recevra une punition divine. Un chronomètre apparaît disant qu'il a 42 minutes où il se transformera en cochon avec une conscience humaine. Désolé, il se demande quel genre de punition c'est. Il aurait au moins dû vérifier les informations, mais rien de tout cela n'a de sens. Tout d'abord, il ne peut pas passer devant ses gardes à la porte. Le fou commence à penser à tous les plats faits avec du porc. C'est alors que la fenêtre du système apparaît à nouveau, disant que s'il a besoin d'aide, il peut vérifier la boutique. Il sait qu'il a peu de points, donc ça ne serait pas utile. Il commence à planifier d'engager des chasseurs pour y entrer. Mais dans la boutique, pour 800 points, il y a une réplique du Kaini, un casque de brume qui cache la présence de l'utilisateur pendant 30 minutes. Il dit que cette offre à durée limitée est absurde et clairement juste un moyen de vider tous les points qu'il a. Mais puisqu'il se transformera en cochon s'il n'accepte pas, il décide d'acheter le casque, jurant de ne plus jamais accepter un autre travail. Le casque apparaît de nulle part. Maintenant équipé, il a 38 minutes pour faire la livraison. Il passe facilement devant les gardes qui ne remarquent pas sa présence, éternuant seulement à cause du vent froid. Il se dirige vers la porte, terrifié puisque c'est l'un des endroits les plus horrifiants du monde. Mais sans autre option, il continue. Hae-Jun Lee, un livreur de 20 ans sans licence de chasseur, sans contrat mythique, sans pouvoir surnaturel, ni capacité physique, défie toutes les chances. Il devient la première personne à atteindre la partie la plus profonde du Tartare. Regardant autour de lui, il dit qu'il n'y a personne, mais au moins, il est arrivé rapidement et ne sera pas transformé en cochon. Il commence à crier, disant que la livraison est arrivée. De l'obscurité, un loup à 3 têtes le fixe. Le pauvre gars est terrifié, se demandant ce que c'est. La bête s'approche en bavant, prête à le mordre. Lui, sans pouvoir, pense qu'il aurait mieux valu se transformer en cochon. La créature s'approche, face à face. Il sait que c'est sa fin. Il a dépensé tout ce qu'il avait pour ce fichu casque et maintenant, il s'est offert sur un plateau à ce monstre. Mais ensuite, il se rappelle qu'il avait 2 utilisations du casque. Le monstre bondit pour mordre quand il active à nouveau le casque. Mais maintenant, il est déjà sous ses dents. C'est trop tard, jusqu'à ce que quelqu'un dise à la bête de ne rien manger de sale. Le monstre se fige un moment. Hae-Jun ouvre les yeux, hésitant, voyant qu'il n'est pas mort. Il regarde en arrière et voit une petite fille. Il se demande pourquoi un enfant est dans la partie la plus profonde du Tartare. Elle s'approche gracieusement en caressant la bête, disant que ce chien ne mord pas. Le pauvre garçon voit immédiatement qu'elle ressemble à sa mère, Déméter. Il demande la permission et dit qu'il a une livraison. Quand quelqu'un derrière demande où est allée Perséphone, un homme pâle apparaît, disant qu'il semble qu'elle est allée jouer avec Cerbère. L'homme voit alors le protagoniste et demande comment un mortel a eu le courage d'entrer dans le monde souterrain d'Hadès. Embarrassé, le protagoniste essaie d'expliquer mais est déjà effrayé, ayant entendu
vu que c'est le roi des enfers. Hadès dit qu'il est le premier humain à y arriver depuis longtemps, depuis Orphée. Une aura entoure Heijun, lui serrant le cou. Le pauvre gars ne peut pas respirer ni parler. Hadès dit qu'Orphée y est allé pour sauver sa femme qui était morte, mais le garçon est venu pour voler son casque. Dès qu'il lui attrape la main, il remarque que c'est une version fausse. Perséphone dit qu'il devrait écouter ce que le garçon a à dire d'abord. Avec cela, Hadès relâche Heijun qui tombe en toussant. Il demande pourquoi il est entré dans ce domaine. Luttant pour parler, il explique qu'il est venu faire une livraison. Hadès veut savoir si c'est une livraison pour lui, le dieu des enfers. Le protagoniste dit que ce n'est pas le cas et qu'il a apporté quelque chose que sa femme a envoyé pour leur fille. Il se regarde confus. Hadès veut savoir pourquoi il fait la livraison et pas Hermès. Tremblant, Heijun dit qu'il ne sait pas pourquoi, mais c'est ce qu'on lui a dit d'apporter. Perséphone reconnaît la boîte à lunch envoyée. Hadès demande si Heijun n'a pas dit que c'était sa femme qui lui a demandé de l'apporter. Le pauvre garçon dit oui, elle lui a demandé de l'apporter à sa fille. Perséphone explique que c'est fait par sa belle-mère. La fille est toute radieuse, disant qu'elle est arrivée chaude. Mais en entendant cela, Heijun se demande si les deux sont un couple. Il pointe Hadès en disant qu'il est dégoûtant et trop vieux pour elle. Oups. Il se couvre la bouche, réalisant qu'il a parlé sans réfléchir. Mais Hadès l'a entendu clairement et lui dit de répéter ces mots au roi des enfers. Le protagoniste commence à bafouiller, essayant de s'excuser mais tremblant. Hadès le fixe juste et commence ensuite à rire comme un fou. Le protagoniste est confus et Hadès dit qu'il n'aurait jamais imaginé qu'un humain aurait le courage de l'insulter, lui, le dieu des enfers. Il demande le nom de Heijun, qui répond en tremblant. Hadès avertit que puisque c'est la première fois, il pardonnera cette insolence. Cependant, s'il fait quelque chose de nouveau, il n'a qu'à pointer une main et Heijun est entouré d'énergie, comprenant très bien ce qui se passera. Avec cela, Hadès dit que le paiement a été livré et qu'il peut remercier sa belle-mère pour cela. Immédiatement, la fenêtre clignote et cette fois, il reçoit 10 000 points plus un extra de 5 000 de la part du dieu des enfers. Hadès rend même le casque en disant qu'il peut garder la babiole. Heijun tremble ensuite et le remercie avec un grand sourire. La scène change pour un homme épuisé face à un dragon. Il se prépare au combat. Il est le capitaine de l'équipe 1 et un chasseur de type combat, doyen Ha. Il délivre une série de coups au dragon, mais celui-ci riposte avec une griffe à la poitrine. Cependant, quelqu'un d'autre attaque par derrière avec une lame d'aura et le dragon le remarque. Mais l'attaque touche le dragon qui hurle de douleur vers le ciel avant de tomber vaincu. L'épéiste s'approche de doyen et le félicite, disant qu'ils ont enfin conquis le premier étage du Tartare. Cet homme est le maître de guilde et se classe également 3e au monde. Son nom est Sang Junpark. Tout le monde là-bas célèbre. Il dit que c'est un grand jour parce que leur guilde a maintenant atteint la partie la plus profonde du Tartare. Cependant, tout le monde est vraiment épuisé. Sanjun remercie Doyan, disant que c'est grâce à lui. Doyan, ému, dit qu'il n'est pas si bon. Tout le monde se serre dans les bras, disant qu'ils resteront ensemble pour toujours. Sanjun dit à Erin de ménager le dragon. Elle est classée 17e au monde et dit qu'elle comprend. Le patron dit qu'il sait qu'elle veut collecter beaucoup de pierres de mana. Mais ça va, pas besoin de se précipiter. Cependant, elle ressent quelque chose. Elle descend du dragon, avertissant que quelque chose arrive à grande vitesse. L'équipe fixe le vide, sachant qu'ils sont épuisés et qu'il sera très difficile de se défendre. Sanjun dit à tout le monde de se préparer. Et Erin dit que c'est presque là. Le leader avertit que si les choses deviennent difficiles, tout le monde doit fuir et qu'il essaiera de retenir les monstres. Mais les gars sont émus, disant qu'ils se battront avec lui jusqu'au bout du monde. Il sourit, mais Erin avertit que c'est maintenant là. Au loin, il y a le bruit d'un moteur et évidemment l'ombre d'une moto avec un casque. Sanjun est choqué, se demandant ce que c'est. Calmement, Heijun demande la permission de passer. Voyant le dragon, il dit qu'ils sont incroyables et il est content qu'ils soient là parce que l'effet du casque allait s'épuiser. Il regarde en arrière et leur fait un signe de pouce levé, leur disant de faire attention parce qu'à partir d'ici, il y a des créatures avec de la magie noire et il s'éloigne rapidement sur son scooter. Personne dans la guilde n'a réussi à dire un mot, tellement ils sont confus. La scène suivante parle du nombre 150 millions. Si c'était une mesure en années, on remonterait à l'ère des dinosaures. Un nombre proche de la population totale de la Corée. Normalement, on reçoit environ $3 par livraison. Il faudrait faire 50 000 livraisons pour atteindre ce total. Mais c'est le montant exact qu'il recevrait s'il échangeait ses points maintenant. Le gars sourit largement, n'est-ce pas? Il a regardé ce nombre toute la journée. Bien sûr, il avait peur de mourir, de se transformer en cochon. Il y a aussi eu un moment où il a failli être mangé par un chien. En plus, il a failli être étranglé par le dieu des enfers. En y pensant, il a beaucoup souffert pour gagner cet argent. Mais maintenant, il rit. En fin de compte, rien de tout cela ne compte parce qu'il a gagné une tonne d'argent. Et le capitaliste le plus faible en veut toujours plus, évidemment. Il dit qu'à partir de ce moment,
moment, mais ensuite son estomac gronde et il réalise que c'est bien de manger quelque chose. Peut-être une bière, mais du poulet frit. Pendant ce temps, Sang-Joon assistait à une conférence. Il est épuisé et sort pour parler aux membres. Juste après cela, il doit parler au président de l'association des chasseurs. Le gars n'a pas une seconde de repos. Do-Hwan demande s'il a mentionné le livreur à la conférence. Il répond que non. Il préfère le garder caché pour l'instant puisque personne n'a aucune idée d'où vient ce gars. Ils auraient dû poursuivre le gars pour poser des questions, mais tout le monde était épuisé et ne savait pas quoi dire. Cependant, évidemment, tout le monde dans la guilde est curieux. La blonde dit qu'il portait un casque étrange et conduisait un scooter. Peut-être que ce ne sera pas trop difficile de le trouver. Mais Sang-Joon leur dit de ne pas trop s'inquiéter puisque leur objectif est de conquérir les donjons, pas de découvrir qui est ce gars mystérieux. Alors il informe les deux qu'ils doivent fabriquer de nouvelles armes, donc ils devront aller au donjon de la mine. Do-Hwan essaie de se plaindre, mais n'a pas le choix et demande quel type de métal il veut. Sang-Joon réfléchit un moment et dit que c'est quelque chose appelé métal céleste. Pendant ce temps, notre protagoniste mange son poulet frit. Il était excité de manger jusqu'à ce que son téléphone sonne. Il saute, ne voulant manquer aucune commande des dieux. Il avait faim, mais dans un flash de lumière, il se retrouve entouré de montagnes. Et juste en face de lui se trouve la maison d'Héphaïstos, une fois de plus. C'est alors qu'il réalise qu'il a oublié son scooter et son casque. Alors qu'il se demande cela, quelqu'un est derrière lui. Soudain, quelqu'un appelle le garçon et il se retourne pour voir Héphaïstos les larmes aux yeux. Hae-Jun demande pourquoi il n'est pas à l'intérieur de la maison. Pleurant, Héphaïstos dit qu'il a été expulsé. Hae-Jun est confus et demande de quoi il parle. Il explique qu'il buvait et mangeait avec son frère Dionysos quand quelqu'un est apparu, l'appelant cher et demandant pourquoi il buvait encore. Avec cela, les deux sont expulsés et elle a dit qu'il ne devrait même pas penser à revenir. Dionysos est parti immédiatement, mais le petit nain est abandonné là. Hae-Jun dit qu'il comprend, mais demande ce qu'il veut qu'il livre. Désolé, Héphaïstos dit qu'il n'a rien à boire ni à manger. Depuis qu'il a été expulsé, il n'a rien mangé. Il a supplié, mais même sa sœur n'avait pas de nectar, et maintenant seul Hae-Jun peut le sauver. Hae-Jun comprend plus ou moins, mais n'a aucune idée de ce qu'un dieu mange ou boit. Allongé par terre, Héphaïstos dit que s'il pouvait avoir une sorte de viande avec de l'alcool, ce serait parfait. Hae-Jun sort son téléphone et lui dit d'attendre une seconde. Un flash de lumière se produit pendant que le nain est allongé par terre. Il renifle quelque chose jusqu'à ce que Hae-Jun apparaisse avec la bière et le poulet qu'il avait acheté, disant qu'il est heureux de partager. Héphaïstos dit qu'il n'a aucune idée de ce que c'est et notre garçon explique que c'est un combo courant en Corée. Le soleil brille entre les montagnes et le nain est incroyablement heureux, disant qu'il n'a jamais eu une boisson aussi rafraîchissante de sa vie. Il pensait aussi que le morceau de poulet était trop petit, mais quand il y mord, il a le meilleur goût qu'il ait jamais eu de sa vie. Hae-Jun se demande si ce type est vraiment un être mythique. Le nain dit qu'il va lui donner une grande récompense et lui dit de vérifier son téléphone. À ce moment-là, le téléphone sonne et quand il regarde, il a gagné encore 15 000 points de la part d'Héphaïstos. Le garçon rusé n'en croit pas ses yeux, il a gagné 150 000 $ juste pour avoir livré du poulet. Le nain dit même que s'il a besoin de quoi que ce soit, il n'a qu'à appeler. Pour lui, ce nain est le gars le plus adorable du monde et il veut le serrer dans ses bras. Il se rapproche affectueusement quand quelqu'un approche, évite de l'appeler cher et ils se tournent tous les deux. Hae-Jun est surpris. Elle demande pourquoi il boit encore. Mais qu'est-ce que c'est? C'est la déesse de l'abondance et de la densité. Tout le monde. Le protagoniste est ému aux larmes par sa beauté, disant qu'il n'a jamais vu quelque chose d'aussi beau. Il ne comprend pas comment elle est mariée à ce nain pleurnichard et pourquoi il tombe soudainement à genoux. Héphaïstos commence à expliquer qu'il mange là seulement parce qu'il a été expulsé de chez lui. Elle fait une face en colère, disant qu'il a complètement raison. Le nain est choqué et Hae-Jun dit qu'il ferait mieux de s'excuser. Elle appelle alors Hae-Jun par son nom et se présente comme Aphrodite. Elle est vraiment la déesse de l'amour, portant une immense quantité de bonheur. Elle s'excuse et Hae-Jun dit que ce n'est pas un problème du tout. Il est seulement là parce qu'il a été embauché. En entendant cela, le nain demande s'il peut livrer quelque chose. Il n'est pas sûr de quoi dire et Aphrodite dit qu'il semble être un garçon honnête. Motivé, il dit qu'ils peuvent compter sur lui puisqu'il est le livreur des dieux. Le nain a beaucoup aimé cette information, mais en réalité, Hae-Jun veut livrer quelque chose pour Aphrodite. Le nain lui dit alors d'aller chercher des matériaux dont il a besoin pour la forge. L'emplacement est juste dans sa ville et ce qu'il cherche est aussi le métal céleste. Le moment d'après, il est déjà sur son scooter, se demandant si c'est le bon endroit. Encore une fois devant une porte, mais cette fois pour les mines de Sewerei.
Face à cela, son cœur bat la chamade. Il n'en revient pas qu'il entre à nouveau dans un donjon. Dès qu'il a vu l'emplacement, il est allé vérifier et a découvert que c'était Télémine. Il était pensif et a dit à Héphaïstos qu'il ne pourrait pas le faire, expliquant que la dernière fois qu'il est entré dans un donjon, il a failli mourir. Le nain a demandé pourquoi et il a dit que c'était parce qu'il n'est pas un chasseur et ne peut pas se battre. Il a réussi uniquement parce qu'il avait un casque qui cachait sa présence, mais maintenant il est cassé. Héphaïstos a dit que s'il s'agit d'un casque cassé, il n'a qu'à le lui donner et il le réparera. Tout excité, il s'est levé et a dit qu'il est le dieu des forgerons et peut réparer n'importe quel trésor mythique. Haijun s'est excité et maintenant il est de retour dans le donjon avec un casque. C'est une réplique réparée avec une durée de 2 minutes et 2 utilisations. Encore une fois, il entre dans la porte, mais en entrant, il y a une foire en cours et il est confus. Il savait que ce donjon était populaire, mais c'est ridicule. Il imaginait que le problème serait les monstres, mais maintenant il réalise qu'il devra aller au fond de cet endroit pour trouver quoi que ce soit. Pendant ce temps, Doyan est là, mangeant calmement. Après avoir roulé pendant 30 minutes, il a finalement trouvé un endroit vide. Le seul problème est que le terrain est terrible et son scooter tremble de partout. Au moins, il commence à voir des minéraux sur le mur. Mais ce qu'il doit trouver est le métal céleste, un morceau de minerai qui brille d'une couleur rouge. Il continue, se demandant jusqu'où il devra aller. En tournant un coin, un squelette géant passe près de lui. Il a peur mais continue d'accélérer puisqu'il est toujours invisible. Cependant, il heurte le corps de son scooter. Un squelette remarque quelque chose mais est confus car il ne voit rien. La seule mauvaise chose est que son scooter est maintenant en panne. Il s'arrête un instant et sourit, pensant qu'il a de l'argent pour en acheter une infinité. Avec cela, il continue d'aller au fond de la grotte, jusqu'à ce que, sur un tas de rochers, il voit le minerai céleste. Il s'approche, enlève son casque et sourit, disant qu'il l'a enfin trouvé. Le problème est comment il va le transporter hors de là. Il tire d'un côté et donne des coups de pied de l'autre mais abandonne. Que va-t-il faire maintenant? Mais le système le sauve et lui dit de vérifier la boutique. Peut-être y a-t-il quelque chose d'utile. Dès qu'il l'ouvre, il voit un article recommandé pour 4700 points. C'est une pioche d'explorateur qui peut parfaitement miner, mais seulement une fois. Mais cette fichue chose coûte 4700 points. Il se rappelle qu'à l'entrée, on peut emprunter une pioche pour 10 000 won. Il part en disant qu'il ne dépense pas d'argent ici de cette manière. Le problème est que, en regardant son scooter, il n'est clairement pas en bon état. La meilleure chose à faire est de prendre le risque. Il a déjà dépensé les 4700 points et l'a jeté dans sa main. Ensuite, il suffit de facturer Héphaïstos pour cela et il frappe le minerai avec la pioche. Frappez le minerai directement sur le dessus. Il se détache magiquement de la roche et la pioche se désintègre. Le minerai roule en bas du rocher et il court après comme un idiot. Il soulève la chose du sol, mais c'est incroyablement lourd. Après avoir lutté, il parvient à le jeter sur son scooter, pensant que ce serait beaucoup plus facile s'il pouvait aller directement à l'Olympe. Mais c'est alors qu'un ogre de pierre apparaît derrière lui. Il est sans le casque et prend peur. La créature rugit, secouant toute la grotte. Dans une autre partie de la grotte, Doyan combattait des squelettes. En entendant le rugissement, il se demande ce que c'était. Il a senti quelque chose s'approcher de l'obscurité et s'est préparé à se battre quoi que ce soit. C'était Haijun, accélérant et lui disant de s'écarter du chemin. Doyan l'a reconnu comme le même gars du Tartare, mais le protagoniste est juste passé en lui disant de courir s'il tenait à sa vie. Il n'a même pas pu dire un mot et le gars était déjà parti. À ce moment-là, il a entendu quelque chose derrière lui. En se retournant, l'ogre se dirigeait vers lui. Il a couru désespérément, disant qu'il voulait aussi monter. La scène passe à Haejun, criant qu'il a encore failli mourir. Héphaïstos dit qu'il est très bon pour livrer rapidement, mais notre garçon jure, disant qu'il aurait dû le prévenir que c'était si dangereux. Le nain a l'air confus, disant qu'il n'y a rien dans cet endroit qui mette la vie en danger. Notre protagoniste essaie d'expliquer que la roche était aussi gigantesque. Le nain semble confus et il dit qu'il va la chercher. Avec cela, il apporte le bloc rouge. Il jette l'énorme roche par terre et demande à Héphaïstos de jeter un œil à cette chose gigantesque qu'il a demandé. Le nain est choqué et demande quel genre d'abomination c'est. Et les deux se regardent. Dans l'épisode précédent, Haejun crie qu'il a encore failli mourir. Héphaïstos dit qu'il est très bon pour livrer rapidement. Mais notre garçon jure, disant qu'il aurait dû le prévenir que c'était si dangereux. Le nain a l'air confus, disant qu'il n'y a rien dans cet endroit qui mette la vie en danger. Notre protagoniste essaie d'expliquer que la roche était aussi gigantesque. Le nain semble confus et il dit qu'il va la chercher. Avec cela, il apporte le bloc rouge. Il jette l'énorme roche par terre et demande à Héphaïstos de jeter un œil à cette chose gigantesque qu'il a demandé. Le nain est choqué et demande quel genre d'abomination c'est. Les deux se regardent fixement. Haejun lui dit d'arrêter de faire semblant parce que c'est le métal céleste qu'il demandait. Héphaïstos essaie d'expliquer que ce n'est pas ce qu'il voulait dire et soulève la pierre,
disant qu'il n'a jamais entendu parler d'un métal céleste aussi grand et pur. Hae-jun est confus par ce qu'il a dit. Le nain lui dit d'attendre et lui montre quelque chose. Il revient avec une petite pierre en disant que c'était le plus grand morceau qu'il avait jamais vu avant celui-ci. Il dit au protagoniste qu'il est plus incroyable qu'il ne le pensait et mérite vraiment bien plus que ce qu'il est payé. Il dit à Hae-jun de regarder. Hae-jun est choqué. Il était censé être payé 20 000 points pour la livraison, mais il a reçu 30 000 points supplémentaires pour la taille de la pierre. Il est étourdi, ayant reçu un demi-million de dollars. Le nain explique qu'il a dû payer plus parce qu'il serait ridicule de prendre juste un morceau et de lui dire de reprendre le reste. Hae-jun tombe à terre et le remercie du fond du cœur. Le nain lui dit de se relever, mais le garçon dit qu'il ne peut pas. Ses jambes veulent exprimer leur gratitude. Les nouvelles rapportent le tremblement de terre qui a eu lieu dans les mines d'égout. Sang-jun demande à Do-Yan s'il va vraiment bien. Il dit oui, mais avertit que les mines seront fermées pendant un certain temps. Sang-jun demande ce qui s'est passé et il dit qu'il y avait un golem géant là-bas. Et ce type qui était à la porte du Tartare est réapparu. Le plus étrange est que le golem semblait le poursuivre. En entendant cela, Sang-jun commence à penser à recruter le protagoniste. Do-Yan dit que s'il le veut, il peut le trouver. Il se souvient de la moto du gars et de la plaque d'immatriculation et a aussi obtenu les enregistrements de l'endroit. Le chef le remercie en disant que faire venir quelqu'un comme ça dans la guilde serait très bien. Il est heureux que le gars n'ait pas été blessé et dit que dorénavant, il s'occupera de ces choses. Do-Yan le remercie et dit qu'il le suivra jusqu'au bout du monde, jusqu'à ce que Sang-jun demande s'il a obtenu du métal céleste. Alors, les deux se taisent. Pendant ce temps, Hae-jun voit 75 000 points sur l'écran et sourit comme un imbécile. Maintenant, avec un demi-million de dollars, il peut enfin commencer à penser à une nouvelle maison. L'argent qu'il gagne est beaucoup même pour un très bon chasseur. Le seul problème est qu'il sait qu'il survit par chance. Dans la boutique, il ouvre le magasin en cherchant quelque chose. Le problème est toujours que tout est extrêmement inutile et cher. L'arme la moins chère coûte 1 million de dollars. Sans parler du fait que ce sont toutes des répliques, donc elles ne dureront probablement pas longtemps. Peut-être devrait-il abandonner l'idée de vaincre des monstres jusqu'à ce que quelque chose attire son attention. Une combinaison de course de niveau 1. Elle améliore considérablement les capacités physiques de l'utilisateur selon le niveau de la combinaison, mais elle coûte 50 000 points. Il est en colère que le système ne lui recommande pas ces bonnes choses. Le seul problème est qu'il ne sait pas à quel point elle est efficace, et 50 000 points, c'est assez cher. Il y pense et décide de l'acheter comme un investissement dans son travail. De cette façon, il pourra faire plus de livraisons. Il l'achète, et soudain, il y a un éclair de lumière et la combinaison apparaît devant lui. Maintenant, il n'y a plus de retour en arrière. Il lui reste 25 000 points, mais le garçon est équipé. En la portant, il trouve étrange que bien qu'elle soit un peu inconfortable, il ait l'impression de ne rien porter. De plus, elle ne semble pas chauffer. Il décide de la tester. Pendant ce temps, Do-Yan est désolé en ville. Il cherchait le protagoniste, mais même avec la plaque d'immatriculation, il ne pouvait pas trouver son adresse. Puisque que notre protagoniste n'a rien fait d'illégal, il n'y a donc rien à son sujet à la police. Il crie seul en se demandant comment il va trouver ce salaud. À ce moment-là, le protagoniste s'arrête et lui dit que le feu est vert. Do-Yan s'excuse et se met de côté en disant qu'il semble que tout le monde aime utiliser cette même moto, mais alors quelque chose attire son attention. Les rayures sur le côté sont identiques à celles du gars, et c'est la même foutue plaque d'immatriculation. Il crie à Hae-jun de s'arrêter, mais il a déjà accéléré. Il essaie de courir après lui, mais il ne peut pas. Voyant un taxi derrière lui, il monte et demande de suivre cette moto, mais le conducteur le met dehors en demandant s'il pense que c'est un film. Cependant, il ne renonce pas en disant qu'il continuera à le suivre dans cette direction jusqu'à ce que le gaz à moto s'arrête après avoir couru assez loin. Il tombe à terre épuisé. Une femme lui demande même s'il va bien et il dit que oui. Elle dit qu'elle le reconnaît qu'il est Do-Yan, l'un des membres de l'une des plus grandes guildes, et il dit qu'elle doit se tromper, car Do-Yan ne serait jamais allongé par terre comme ça. Il n'a aucune idée d'où est allé ce satané livreur. Puis un bruit attire l'attention de tout le monde. Il sent un frisson et décide de s'approcher lentement. Il regarde autour de lui et ne voit la moto nulle part. Cependant, son instinct lui dit que ce gars est derrière tout ça. Les personnes âgées lui disent de faire attention car l'écho du pic pourrait provoquer une avalanche. Il dit de ne pas s'inquiéter parce qu'il appartient à une grande guilde et commence à courir à nouveau. Encore une fois, il suit le protagoniste épuisé en se demandant où il est jusqu'à ce qu'il regarde sur le côté et voit une roche avec un trou au milieu. En voyant cela, il dit qu'il est impossible que quelqu'un ait fait cela. D'autres chasseurs de rang B pourraient casser cette roche, mais créer un cratère parfait comme celui-ci n'a pas de sens. Il est sûr que c'est une sorte de magie ou de pouvoir divin. Si c'est le gaz à moto, il doit l'amener à la guilde quoi qu'il en coûte. De retour à la maison, le furtif Hae-jun est épuisé, ne croyant pas qu'il ait fait ce trou dans la roche, sans parler du fait que pendant quelques minutes, il pouvait courir plus vite que sa moto. Maintenant, il est heureux et se sent confiant pour entrer dans n'importe quel donjon. Son téléphone sonne une fois de plus
russe, mais au lieu d'un son de harpe, c'est le son d'un instrument chinois. Il voit que l'emplacement est à Buchon, réalisant qu'il ne va pas à l'Olympe et que c'est probablement un donjon. Il recherche sur son téléphone des donjons à Buchon. Et évidemment, comme il l'imaginait, il y en a un appelé Mont Huago. C'est une livraison sans limite de temps, donc il va attendre que sa combinaison se recharge avant de le faire. Ce qu'il n'avait pas réalisé, c'est qu'il était suivi par la blonde de la guilde qui le surveillait. Sang-Jun savait déjà tout ce que Doyan lui avait dit. Il a dit que s'il dispersait des chasseurs dans cette région, il le trouverait sûrement. Sang-Jun lui dit que ce n'était pas possible parce qu'il n'avait pas de photo du gars, mais Doyan lui a dit de se détendre. Il lui a montré un croquis parfait qu'il a fait du Garz à moto. Le chef demande s'il est vrai que le gars semble plus fort qu'il n'y paraît. Doyan a expliqué à propos de la roche percée qu'il a vue, ce n'est pas quelque chose qu'un chasseur normal peut faire. Maintenant, ils sont motivés pour recruter le protagoniste avant que la guilde du Dragon Noir ne puisse le trouver. Bien que les Indésirables soient actuellement en tête des guildes coréennes, la deuxième plus grande guilde, Dragon Noir, a beaucoup grandi ces dernières années. Cependant, ils sont du genre de guilde à commettre n'importe quelle activité illégale pour augmenter leur influence. Le chef dit qu'ils ne peuvent pas perdre quelqu'un de si bon à une guilde comme celle-là. Doyan dit qu'il peut lui faire confiance pour recruter ce gars. Le lendemain, quand Taejun arrive à la montagne, il y a beaucoup de monde à l'entrée, mais il avait vu en ligne que cet endroit n'était pas populaire. En s'approchant, un gars lui dit de rester là. Surpris, il réalise que le gars parle en fait à un petit garçon juste derrière lui. Il entend des gens parler de quelque chose en rapport avec la guilde du Dragon Noir. Notre protagoniste sait que c'est l'une des guildes qui aime monopoliser certaines portes. Cependant, il entre car cela ne le concerne pas. Dès qu'il entre dans le donjon, il reçoit un message indiquant qu'il est près du point de livraison. Et le téléphone indique qu'il est juste à côté, laissant le pauvre gars confus. Puis, il regarde sur le côté et comprend qu'ils veulent qu'il grimpe au sommet de la montagne. En se souvenant du golem de pierre, il a peur. Mais maintenant, il a sa combinaison, alors il est confiant qu'il peut gérer n'importe quelle créature. Il enlève son casque et se prépare. Mais quelqu'un appelle le livreur. Un visage sur le sol l'interpelle et Jun est surpris. C'est la tête d'un singe qui lui parle. Le singe lui dit de ne pas avoir si peur. N'a-t-il jamais parlé à un singe avant? Il est un peu incertain de ce qu'il doit dire et demande si le singe a commandé la livraison. Il lui dit qu'un enfant avec un chapeau ailé lui a dit que s'il le souhaitait vraiment, quelqu'un apparaîtrait pour accomplir la demande. Notre protagoniste se demande si cet enfant avec le chapeau ailé est derrière tout ça. Le singe dit alors qu'il y a quelque chose qu'il veut que Haijun aille chercher et le protagoniste lui dit de simplement demander. Le singe se présente comme le magnifique roi des singes ou le Bouddha victorieux. Cependant, les gens aiment l'appeler le grand Sun Wukong. Haijun pense immédiatement à Goku et s'approche, demandant pourquoi le singe est coincé là. Sun Wukong dit qu'il a été puni juste parce qu'il a volé quelques pêches de l'empereur de Jade. Tout ce qu'il voulait, c'était une bouchée, mais dès qu'il l'a touché, il a été emprisonné sous la montagne. Haejun dit qu'il comprend et demande ce qu'il veut qu'il aille chercher. Wukong dit que ce n'est pas grand-chose. Il suffit de suivre la direction derrière lui et il trouvera un tas de déchets. Il y a une boîte cachée qu'il veut que Haejun ramène. Haejun réfléchit à cela et la voit à 10 km de là. Comme ce n'est pas loin, il dit qu'il sera bientôt de retour et part. Cependant, le singe sourit sournoisement. Au milieu de la forêt, quelques aventuriers se demandent si c'est le boss du Mont Huago. Assis par terre se trouve un golem gigantesque. Une femme s'approche et leur dit de ne pas avoir peur. Les gars, c'est le maître de la guilde du Dragon Noir et elle est très dangereuse, portant une présence qui pourrait rivaliser avec celle d'Aphrodite. Elle s'appelle Joa Han. Elle sait que la guilde Yongwon a réussi à avancer au premier étage du Tartare. Cependant, s'ils peuvent vaincre ce boss à 8 trigrammes, ils pourraient revendiquer la première place des guildes. Elle ordonne à tout le monde d'attaquer et le blond derrière elle donne l'ordre aux tanks d'avancer. Cependant, les gars hésitent en disant que cette chose ne bouge pas. Mais quelque chose ne va pas. Dès qu'un d'entre eux fait un pas, un cratère s'ouvre et la créature commence à se lever. Le monstre est assez grand pour projeter une ombre sur toute l'équipe. Le rugissement du monstre fait trembler toute la guilde, disant qu'ils ne peuvent pas combattre cette chose. Mais le blond avertit que quiconque abandonne la mission sera tué par la guilde. Les aventuriers disent qu'il est impossible de vaincre une telle créature avec ses armes médiocres. Mais à ce moment-là, un homme aux cheveux roux crie à tout le monde de se mettre en position de combat. S'ils ne se concentrent pas, ils seront écrasés maintenant. Le groupe hésite mais accepte et s'approche. Le blond demande à la chef de guilde si elle pense que le plan va fonctionner. Elle ne semble pas trop préoccupée, disant qu'elle ne sait pas non plus. Dans la forêt, Haejun roulait en scooter jusqu'à ce qu'un tremblement de terre commence. Même certains monstres fuyaient dans la même direction. En voyant la fumée au loin, il savait que ce n'était pas bon. Mais comme sa combinaison était encore en train de se recharger, il se sentait confiant et décidait d'aller voir. Les aventuriers se faisaient malmener. Un coup de pied du golem et ils étaient repartis. L'équipe arrière essayait de soutenir, mais ses flèches ne faisaient rien au monstre. Le roux
roux, réalisant que rien ne fonctionnait, il a vu un mage à côté du chef lui dire de faire quelque chose. Mais Johan dit que si tout le monde survit, cela affectera la réputation de sa guilde. Le gars est confus, mais reçoit un coup de poing au visage qui l'assomme. Elle dit qu'ils sont là uniquement pour l'aider à conquérir l'endroit. Comme personne ne pouvait rien entendre à cause de la bataille, il continuait d'avancer. Le roux a utilisé une capacité de saut pour se lancer sur le golem et porter un coup direct à sa tête. Il a crié à tout le monde qu'il avait créé une ouverture et qu'il devait attaquer. Avec cela, tout le monde a commencé à entourer le monstre. Après beaucoup d'efforts, il est tombé au sol. L'équipe a célébré en disant que finalement les attaques fonctionnaient. Ils ont tous acclamé en disant qu'ils allaient s'en sortir vivants. Cependant, le golem s'est soudainement réveillé. Johan semblait excité que le boss entre en phase 2. Il semblait maintenant plus grand et plus fort. À l'arrière, Hae-jun observait. Cependant, à l'extérieur, Doyan a mentionné qu'il était dans la ville de Suwon hier et qu'aujourd'hui, il se dirige vers Buchon. Le pauvre gars est épuisé de chercher Hae-jun, tellement qu'à ce rythme, il traversera toute la province. Lorsqu'il atteint l'entrée de la montagne de Seongju, il n'y a personne, ce qui le laisse confus. Un gars bedonnant avec des lunettes apparaît, l'appelant. Doyan se demande d'où vient ce gars bedonnant qui lui dit de surveiller ses paroles et de dire qui il est. Doyan répond avec son nom et demande ce que le gars va faire. Déjà sûr que ce gars n'est pas de l'association, il pense probablement qu'il est l'un des membres des Dragons Noirs. Il passe devant le gars en lui disant de s'écarter. Le gars bedonnant insiste pour qu'il n'entre pas, mais sachant qu'il ne peut rien faire, Doyan entre quand même. Mais cela rend évident pour Doyan que s'ils mettent des gens là pour bloquer les autres, ils sont définitivement là à cause d'un boss. Et il commence à courir. Le véritable défi des 8 trigrammes commence réellement lorsque le monstre entre dans la deuxième phase. C'est à ce moment-là que Hae-jun arrivait. En voyant le monstre géant avec un laser dans le ventre, il réalisa que c'était la ferraille que le singe avait mentionnée. Même avec la combinaison, il n'était pas sûr de pouvoir le vaincre. Tremblant, il se demanda ce qu'il voulait faire maintenant. Cependant, il remarqua une rousse danse avec des gars à proximité. Il les reconnut immédiatement comme des membres de la guilde du Dragon Noir. Les gars qui essayaient de partir étaient traînés de force dans le combat, tout en suppliant de quitter cet endroit. Étrangement, le blond sauta avec le mage sur la poitrine du monstre. Cela laissa Hae-jun perplexe, se demandant quel était le plan du gars. Le gars du Dragon Noir commença à jeter l'aventurier dans le noyau enflammé. L'aventurier supplia, disant qu'il allait mourir à ce rythme. Mais le gars répondit que c'était de sa faute s'il avait abandonné la mission. Et avec cela, il le laissa partir. Cependant, Hae-jun lui donna un coup de poing au visage, le traitant de salaud. La chef du Dragon Noir, et confus, se demanda qui était ce type. Comment quelqu'un pouvait-il mettre à terre un aventurier de rang B avec un seul coup de poing? Notre héros sauva l'aventurier comme un prince, le berçant même dans ses bras. L'aventurier le remercia pour le sauvetage, mais dit qu'il était risqué de rester là. Hae-jun jeta un coup d'œil de côté. Il était entre le boss et toute la guilde du Dragon Noir. En regardant le monstre, Hae-jun savait qu'il pouvait simplement prendre la boîte et courir, profitant de la distraction que les autres causaient au boss. Mais il ne pouvait pas le faire. Il dit au gars de ne pas s'inquiéter. Il ne pouvait tout simplement pas supporter de voir quelqu'un mourir injustement. La chef du Dragon Noir demanda pourquoi tout le monde restait immobile, tandis que Hae-jun était certain que c'était la faute de ces maudites personnes. Et maintenant, tout allait devenir un désordre. Sa combinaison avait encore 2 minutes et 17 secondes, et il pensait qu'il n'avait pas d'autre choix que d'aller de l'avant. Johan était furieuse, car elle pensait qu'ils étaient sur le point de gagner. Le gars chauve demanda s'il devait ordonner aux archers d'attaquer, mais elle répondit non. Elle savait qu'avant de commencer la bataille, ils avaient besoin de suffisamment de bois. C'est la clé pour vaincre les 8 trigrammes. Au milieu de la transition de la phase 1 à la phase 2, le boss devient immobile comme il l'est maintenant. À ce moment-là, il suffit de livrer quelques sacrifices à sa poitrine et tout devient plus facile. Puis le chauve dit de jeter un coup d'œil et Hae-jun avait déjà sauté au-dessus du boss. Quelque chose attira son attention. Il semblait y avoir une fissure dans la tête du boss avec un message saisi. Il était sûr que c'était son point faible et il donna un coup de poing qui atteignit directement la tête du boss. La chef commença à trembler, se demandant ce que cet idiot faisait. À ce rythme, il finirait par réveiller le boss. À cause de cela, elle ordonna à tout le monde de l'arrêter. Elle ne se souciait pas s'il mourait ou non, mais voulait arrêter ce qu'il faisait d'une manière ou d'une autre. Les gens tirèrent une volée de flèches sur le boss, et la combinaison de Hae-jun avait 1 minute et 31 secondes restantes. En frappant la tête du boss, il demanda à ce qu'elle se casse bientôt. Une fenêtre apparut, disant qu'un danger avait été détecté et son corps semblait esquiver les flèches tout seul. Il fut surpris par cela, se demandant pourquoi ces gens essayaient de le tuer. Le chauve dit au chef que le gars était étrangement bon pour esquiver. Il y avait même des flèches derrière lui qu'il esquivait sans voir, jusqu'à ce qu'une des flèches frappe l'œil du boss. À ce moment-là, le boss trembla et son œil s'illumina. Le chauve se demanda s'ils allaient devoir utiliser tout le monde pour arrêter ce gars. Puis il ordonna à la première ligne de charger. Hae-jun se demanda quand le
boss s'arrêterait. Mais ensuite, le sol sous lui commença à trembler. L'éventail du capitaine tomba au sol alors qu'elle savait qu'ils étaient maintenant foutus. L'œil de la créature s'illumina et maintenant la phase 2 était complète. Ajun commença à dire qu'il faisait trop chaud là-haut, tandis que les gens en bas tremblaient. Le golem arriva pour écraser tout le monde, rugissant. Avec un impact, toute l'armée fut décimée. Le chauve demanda au chef ce qu'ils allaient en faire, mais elle n'en avait aucune idée. Elle savait qu'il n'y avait plus rien à faire là. Voyant le golem devant elle, elle était sûre que tout le monde serait réduit en cendres. Cependant, en haut, Ajun ne s'était pas arrêté. Enchaînant une série de coups de poing sur le front du monstre, elle ne pouvait pas croire qu'il était toujours en vie là-haut. Le problème était que sa combinaison n'avait plus que 10 secondes. Il continua à frapper et il restait 8 secondes. À 5 secondes, il insista, demandant à ce qu'elle se casse. 1 seconde restait. Il donna un coup de poing, explosant la tête de la créature. Quand la fumée se dissipa, Doyan venait d'arriver et était incrédule. En voyant le boss tomber, il se demanda si ce gars l'avait vraiment vaincu seul. D'une certaine manière, Doyan se sentait lié à Ajun parce qu'il semblait avoir un style de combat similaire. Mais il n'imaginait pas qu'il trouverait ce gars ici. Il courut vers Ajun, disant qu'il devait le recruter pour la guilde aujourd'hui. En bas, les membres de la guilde du Dragon Noir n'étaient pas morts, et Johan ne pouvait pas croire que ce perdant avait vaincu les 8 trigrammes à lui tout seul. Le chauve demanda des ordres, et elle dit de le capturer dès que la fumée se dissiperait. Elle était sûre que même s'il était assez fort pour le vaincre, il serait épuisé maintenant, et elle ne pouvait pas laisser quelqu'un qui compliquerait les plans du Dragon Noir s'échapper. Mais une explosion se produisit devant eux. C'était Doyan qui les saluait. Immédiatement, toute la guilde le reconnut, et il dit qu'il semblait avoir eu raison de penser qu'ils étaient derrière tout cela, comprenant déjà que leur plan était d'utiliser les nouvelles recrues comme sacrifice. Johan ne s'attendait pas à ce qu'il apparaisse là, et ordonna à tout le monde de se préparer au combat. Elle pointa dans sa direction et dit qu'il était maintenant la cible et qu'ils ne devaient pas baisser leur garde. Doyan était inquiet car il y avait beaucoup de gens là-bas, et maintenant, il n'était pas sûr de pouvoir gagner. Ce qu'il voulait savoir, c'était où était Ajun. Puis soudain, un autre membre de la guilde vint parler à Johan, disant qu'ils avaient un problème. Elle demanda de quoi il s'agissait. Il dit timidement que le gars avec le casque avait disparu. La pauvre femme de Doyan ne savait pas ce qui s'était passé et elle cria de désespoir. Maintenant, il était seul contre tous. Il s'était impliqué dans tout cela sans le vouloir. Ajun s'enfuit avec le casque car il pensait qu'il allait mourir. Il se réveilla presque à l'Olympe et ce n'était pas à cause d'une livraison. Le pauvre gars se demandait pourquoi il avait aidé ces gens puisqu'il n'était même pas un chasseur. Et il dit qu'il devait se rappeler de ne plus jamais faire une telle erreur. Mais ensuite, quelque chose attira son attention. Au loin, il vit la ville et la montagne de Seongju. Il se demanda si le donjon disparaissait parce qu'il venait de tuer le boss. Les donjons se forment lorsque les portes sont complétées après un long moment. Et quand cela arrive, n'importe qui peut entrer et tuer le boss. Mais c'est extrêmement difficile. D'habitude, seuls les chasseurs enregistrés de l'association peuvent le faire. Mais cette fois, un gars enregistré comme livreur était celui qui avait résolu le donjon. Le pauvre gars priait pour que cela ne cause pas de problème et se demandait pourquoi il s'était impliqué dans tout cela. Puis il se souvint du singe. De retour avec lui, le singe se disait que le garçon avait pris plus de temps qu'il ne le pensait. Et Jun, en pleurant, expliqua que la demande était impossible. Le singe lui dit d'arrêter de tergiverser et d'expliquer ce qui s'était passé. Et Jun jura en expliquant qu'il avait dit que ce n'était qu'un morceau de ferraille. Mais quand il est arrivé là-bas, c'était un ogre géant qui faisait trembler le sol à chaque pas. Sans parler du laser qu'il avait presque brûlé vif. Kong dit que c'était impossible et demanda si les 8 trigrammes étaient devenus fous, notant que c'était une créature pacifique qui ne bouge pas tant que personne ne la frappe. Puis le protagoniste réalisa que s'il n'y avait pas eu le dragon noir, cela aurait été facile. Maintenant, il était motivé pour écraser leur tête. Comment ces salauds pouvaient-ils oser interférer avec ces livraisons? Le singe dit alors qu'il réalisait, d'après ce qu'il avait dit, qu'il n'avait probablement pas obtenu la boîte. Mais Ajun dit qu'il l'avait fait. Wukong demanda comment il avait fait, et Ajun répondit qu'il avait fait exploser la tête du monstre et a apporté la boîte à Wukong, demandant quelle était cette boîte. Le singe rigola et commença à devenir fou, disant qu'il était incroyable. Même s'il avait vaincu cette créature dans les cieux, le monstre ici sur Terre pouvait encore détruire n'importe quel humain. Il demanda le nom du protagoniste, qui répondit. Le singe tendit alors la main, disant qu'aujourd'hui il avait rencontré Ajun Lee. À ce moment-là, quelque chose éclata de la boîte. Une explosion se produisit et quelque chose vola. Quand il ouvrit les yeux, le singe tenait le bâton, disant qu'il lui en devait une. Si Ajun ne lui avait pas apporté son bâton, il aurait été piégé dans cet endroit pendant des années. Ajun reconnut que c'était le bâton doré. Wukong siffla et un nuage apparut sous lui. Il avertit Ajun qu'il devait s'échapper avant que l'empereur de Jade n'arrive. Avec cela, il s'envola, disant qu'il se retrouverait un jour. Ajun était désemparé, disant qu'il n'avait pas été payé. Mais alors, un sac tomba sur son visage. Wukong dit qu'il n'était pas avare et que le
paiement était déjà fait. Ce qui était dans ce sac n'était qu'un bonus pour son dur travail. Hajun demanda ce que c'était, mais le singe était déjà parti. Une lueur dorée émanait du sac. Il l'ouvrit, se demandant si c'était vraiment juste un bonus. Plus tard, chez lui, Hae-jun regardait les nouvelles. Il parlait de diverses accusations contre la guilde du Dragon Noir. Il se sentit soulagé de savoir que ces salauds étaient exposés pour tout ce qu'ils avaient y fait. Le gars qu'il avait sauvé fit une déclaration disant que personne n'était allé là-bas en sachant qu'il devrait affronter le boss. Le journaliste demanda à propos de l'individu portant un casque qui avait sauvé tout le monde. En souriant, il dit que le gars était apparu juste au moment où il allait être incinéré et qu'il avait vaincu à lui seul les 8 trigrammes. Il était sûr qu'il n'aurait pas survécu s'il n'y avait pas eu ce garçon. Hajun sourit, pensant qu'en fin de compte, ses efforts n'étaient pas gaspillés. Il pensait avoir fait quelque chose de fou, mais tout s'était bien passé et son identité n'avait pas été révélée. Mais le plus important était qu'il avait été payé, et maintenant, il avait 95 300 points. Il avait gagné 70 000 juste avec cette livraison, mais la partie avide de lui pensait qu'il méritait encore plus à cause de ce boss. Mais pour lui, c'était bien. Après tout, s'il échangeait, cela ferait 700 000 $ pour une livraison. Il pouvait s'acheter un appartement de folie, et il avait aussi reçu un cadeau qu'il n'aurait jamais imaginé recevoir, un morceau de cheveux du grand Wukong. Si vous le placez dans votre paume et soufflez dessus, vous pouvez invoquer un clone du roi Wukong lui-même. Hajun était excité en le regardant car cela serait d'une grande aide. Dernièrement, il avait traversé beaucoup de choses, avec l'apparition de créatures inattendues. Même si ce n'était qu'un clone, c'était toujours le grand Sun Wukong. Regardez ce visage malade qu'il fait en imitant un singe. Pour lui, c'était essentiellement une vie supplémentaire. Et à ce moment-là, il reçut une autre demande de livraison. Il mit sa veste, enfila son casque et était prêt pour une autre. Pendant ce temps, dans un hôpital, un gars courait dans le couloir. C'était le chef de la guilde appelant Doyan. Le gars semblait avoir été battu par la guilde et était en mauvais état. Doyan demanda ce que le chef faisait là. Il était censé être à Busan aujourd'hui. Le chef dit qu'il avait déjà pris soin de cela et qu'il ne pouvait pas rester à l'écart. Après tout, c'était en partie de sa faute si Doyan était dans cet état. Le conseil répondit que ce n'était pas la faute du chef. Il avait mal jugé la situation et s'était impliqué quand il n'aurait pas dû. Il aurait dû être plus prudent avec ces salauds du Dragon Noir. Sung-jun était en colère que ces salauds aient eu l'audace d'attaquer quelqu'un de sa guilde. La bonne chose aurait été d'envoyer Aran avec Doyan, mais il promit que la prochaine fois, il s'occuperait de ces gars lui-même. Puis il demanda à Doyan s'il se sentait bien. Doyan révéla que les médecins lui avaient dit que les choses ne semblaient pas bonnes. Sung-jun était choqué et demanda si ses jours, en tant que chasseur, étaient terminés. Mais le vaurien plaisantait et dit que l'idiot s'était fait avoir. Son bras n'avait qu'une légère fracture, mais bientôt il serait à 100%. Il commença à rire au visage du chef, demandant s'il croyait qu'il prendrait sa retraite juste à cause de ça. Sung-jun lui pinça les joues, disant qu'aujourd'hui était une bonne journée pour que le garçon prenne sa retraite. Mais il répondit qu'il suivrait le chef jusqu'à la fin des temps. Quelque temps plus tard, le chef demanda s'il était vrai que le garçon avait vaincu les 8 trigrammes seul. Doyan dit qu'il avait vu de ses propres yeux le gars exploser la tête du monstre avec un coup de poing. Pour lui, en tant qu'artiste martial, voir le gars gagner sans aucune arme était inspirant. Doyan demanda alors si l'équipe envoyée pour trouver le garçon avait déjà réussi. Mais Sung-jun dit que malheureusement, personne n'avait trouvé quoi que ce soit. Ils avaient vu sur certaines caméras qu'il était entré dans une ruelle, mais après cela, il avait disparu. Dans le ciel, Hajun éternuait, pensant qu'il faisait trop froid là-bas. Un peu plus tard, il était chez Héphaïstos, où il faisait trop chaud. Il ouvrit la porte, saluant son ami, qui ne le remarqua même pas, tellement il était concentré. Il s'assit, pensant que pour l'instant, le meilleur choix était d'attendre que le gars termine le travail. Mais maintenant, dans une pièce chaude, il commençait à avoir un peu sommeil. La chaleur de cet endroit lui rappelait quelque chose. C'était comme s'il était de retour dans les bras de sa mère. Mais Héphaïstos le réveilla en demandant comment le garçon était arrivé là, en lui donnant une grosse accolade. Il fut surpris et demanda quand ce fichu nain était apparu. Héphaïstos dit qu'il semblait que le garçon était très fatigué aujourd'hui, mais la livraison dont il avait besoin était assez loin. Le garçon pouvait-il la gérer? Hajun y réfléchit. Après tout, le vaurien savait que plus il allait loin, plus il était payé. Et il dit qu'il était prêt à faire le tour de la planète tant qu'on lui payait un bon montant. Héphaïstos sourit, disant qu'il était toujours bon de compter sur le garçon. Et il sortit un bâton, disant que c'était ce qu'il voulait faire livrer. Quelque chose qu'il avait construit avec les matériaux qu'Hajun avait apportés. Mais la date de livraison était pour aujourd'hui. En entendant cela, Hajun dit qu'il devait commencer à courir tout de suite. Il observa le design et demanda où le gars voulait qu'il l'apporte. Héphaïstos révéla que c'était à une pyramide. Hajun fut choqué et dit qu'il serait plus facile de l'envoyer par avion. Et en plus, les pyramides ne font pas partie de la mythologie grecque. Clignant de l'œil, Héphaïstos dit qu'il avait des clients en dehors de l'Olympe. Hajun était agacé mais partit en courant, disant qu'il réglerait cela en quelques heures. Soudain,
Soudain, Héphaïstos lui dit d'attendre parce qu'il avait oublié de mentionner quelque chose. Le client auquel il devait livrer était assez particulier. Alors il avait arrangé un assistant pour Ajoun. Le garçon était confus, se demandant pourquoi il aurait besoin d'un assistant pour une livraison. Soudain, quelqu'un le salua, disant qu'il venait sous les ordres de Cupidon et se présenta comme Lucio. Malgré le nom, Lucio était une femme.